Bonjour Florencia Daden. Bonjour. Ravi de t'avoir sur notre chaîne des tisseurs. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je m'appelle Florencia Daden, donc je suis enseignante-chercheuse, je suis sociologue de formation. Je travaille sur les politiques publiques de la jeunesse et les politiques publiques de l'emploi. J'articule les deux. Je les ai notamment articulés récemment dans un livre qui vient de sortir. Montre-nous. Voilà, j'en profite, qui s'appelle Promesse d'embauche, comment l'État met l'espoir des jeunes au travail. C'est dans la très bonne maison d'édition de La Dispute. Et voilà. Alors, et j'ajoute que je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Picardie, donc je suis maîtresse de conférences à l'université. Alors on est ravis de t'avoir ici puisque aujourd'hui on va notamment parler des jeunes, de l'emploi, du travail, de l'employabilité comme on l'entend bien souvent et que tu abordes dans ton livre. Ma première question c'est à quel point c'est dur de trouver un emploi quand on est jeune en France? Donc c'est une question qui est très large mais qui va nous amener à d'autres questions par la suite. C'est une question très large et la réponse, comme souvent, c'est ça dépend. Mais globalement, on peut dire que c'est surtout beaucoup plus dur pour certains que pour d'autres. Ouais. C'est comme ça, en tout cas, que j'essaye d'attraper cette question. Alors, comment c'est dur? C'est dur parce que c'est une compétition constante qui va de plus en plus reposer sur d'autres critères que l'expérience professionnelle ou les diplômes. C'est un peu l'angle d'analyse que je prends dans le livre. C'est de plus en plus dans cette compétition dans laquelle il faut se distinguer, se faire remarquer. Il ne suffit pas d'avoir le bon diplôme ou le bon stage. Il faut aussi avoir une expérience à l'étranger, un volontariat de service civique. Il faut avoir montré plein de compétences, comme on dit maintenant, qui viennent de plein de milieux, de plein de champs, de plein d'univers différents, qui vont montrer qu'on est un bon citoyen, qu'on est, on vient prouver sur le marché de l'emploi d'autres choses qu'uniquement sa formation. Et on vient surtout prouver qu'on est de bonne volonté. Et donc cette bonne volonté, elle s'exprime par tout un tas de programmes et de dispositifs dans lesquels on s'engage avant même ou pendant la recherche d'emploi pour montrer qu'on a fait ce qu'il fallait. Et en fait, donc deux éléments qu'il ne faut pas que j'oublie. D'abord, ça ne marche pas pareil selon le milieu social dans lequel on est. Et ensuite... Voilà la deuxième idée qu'il ne faut pas que j'oublie. Bon, déjà, le premier point, ça ne marche pas pareil selon le milieu dont on est, ça ne marche pas pareil selon le genre non plus. Ça ne marche évidemment pas pareil selon qu'on reçoive aussi des assignations raciales et qu'on subisse des discriminations. Et donc, les preuves à faire sur ce marché de l'emploi ne sont pas du tout les mêmes si on est, pour le dire un peu rapidement, un jeune homme de classe moyenne supérieure, diplômé de grandes écoles, une jeune femme arrivée du Nigeria ou un jeune homme sans diplôme de quartier populaire ou de ruralité. Voilà. Enfin, on peut faire autant de stéréotypes et d'idéal types qu'on veut, mais néanmoins, à chaque profil correspondent des preuves différentes à faire qui passent par différents programmes, qui se résolvent dans différents programmes dans lesquels on vient prouver qu'on n'est pas un délinquant ou qu'on est... voilà. Et en fait, pour moi, c'est ça l'employabilité. Alors, prouver à qui tu parles de prouver? Alors, prouver à l'employeur. Prouver aux employeurs. Parce que tu penses qu'il y a une forme d'aversion, de suspicion à l'endroit des candidats, justement? C'est ça qu'ils essayent justement de surmonter? Je pense qu'il y a une forme de suspicion à l'égard des jeunes. Et cette suspicion, la première forme, c'est l'idée que les jeunes n'auraient pas d'expérience. Et que, en gros, qui vaudraient moins dans l'emploi que d'autres générations. Mais il y a aussi que les attentes des employeurs, en fait, il y a une inflation des attentes. C'est-à-dire, pour beaucoup d'employeurs, si on peut avoir un jeune qui a déjà, en fait, qui s'est entièrement formé, qui a déjà acquis des langues, des logiciels, qui a déjà, qui est dans la réserve citoyenne, qui a prouvé qu'il était un bon citoyen, etc. Pourquoi s'en priver ? Et donc, du coup, ces attentes qui vont peser en fait sur toute la jeunesse, c'est un peu comme sur Parcoursup d'ailleurs, de côté de l'orientation scolaire, les exigences ont augmenté. Donc, comment c'est dur de s'insérer ? C'est dur parce qu'en fait, on disait avant qu'il fallait des stages, des expériences professionnelles, que le premier reproche que faisaient les employeurs, c'était qu'il n'y ait pas d'expérience. Mais maintenant, en plus, on attend que vous ayez fait du bénévolat, que vous ayez fait... Donc, il y a une surenchère permanente. Voilà, il y a une surenchère. Et cette surenchère, pour la traverser, il faut avoir les moyens financiers de pouvoir attendre les années nécessaires. Si je prends les dispositifs dont je parle, comme le service civique, l'alternance, etc., ça rajoute des années avant l'insertion.
En fait, c'est comme s'il y avait un marché de l'emploi avant le marché de l'emploi. Une espèce de marché de l'insertion, quoi. Voilà. Et donc, qui s'en sort le mieux dans ce marché avant le marché de l'emploi ? Les employeurs. Les employeurs, parce que je peux pas non plus dire que les jeunes les plus diplômés et les plus socialement dotés s'en sortent vraiment mieux, dans le sens où les exigences qui pèsent sur eux sont aussi délirantes. Ils ont peut-être moins à prouver qu'ils sont de bons citoyens, qu'ils sont pas des délinquants, qui sont de bonne volonté. Mais ils doivent maîtriser un certain nombre de langues, voilà, je reviens à cette notion de compétence que jusque-là, on attendait d'un salarié déjà en exercice. Et du coup, effectivement, ce qu'on voit, c'est que cette surenchère à l'endroit de ces jeunes candidats notamment, pas que, puisqu'effectivement, c'est globalement surtout le marché de l'emploi. Ce qu'on remarque, c'est que le rapport de force entre l'employeur et l'employé est toujours très désavantagé, puisqu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en termes d'emploi. Donc forcément, mathématiquement, ça crée des déséquilibres. Concernant les jeunes candidats, quelles peuvent être les conséquences que ça peut avoir sur eux, sur cette compétition permanente pour rentrer sur le marché de l'emploi notamment ? Alors déjà, il y a le rallongement de la période d'insertion, ce qui est quand même pas rien. On parle de combien de temps à peu près ? Les enquêtes sont très différentes selon les tranches de population. Et je reconnais que j'ai pas les chiffres en tête tout de suite, elles sont dans le livre. En tout cas, pour les jeunes sans diplôme, c'est devenu vraiment un parcours du combattant qui s'explique aussi par la structure de l'emploi. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup moins d'emplois d'ouvriers non qualifiés qu'avant, à cause de la désindustrialisation, des délocalisations, etc. Et comme il y a moins d'emplois pour les diplômés, donc il y a un déclassement global de toute la population, ceux qui ont le moins de diplômes sont ceux qui ont le moins de perspectives. Ce qui n'était pas vrai à d'autres époques, où en fait on sortait sans diplôme, mais on allait bosser à l'usine, pour le dire rapidement. Voilà, le déclassement de toute la population mène aussi à un bac plus 5 qui travaille à un niveau bac plus 2, un bac plus 2 qui travaille à un niveau bac, etc. Ça fait qu'en bas de l'échelle, voilà. Donc il ne suffit pas de traverser la rue ? Ah non, suffit pas de traverser la rue, ça c'est sûr. Pour revenir sur la question, j'ai mordu mes mots. Ah oui, il y a le rallongement de la période d'insertion, ce qui veut aussi dire une précarité, et ce qui veut aussi dire, c'est d'autant plus d'années de galère. Ce qui est particulièrement important, je pense, à une époque où en plus on demande aux jeunes de faire des enfants, on aimerait qu'en fait ils se stabilisent, ils consomment, ils fassent des crédits le plus tôt possible, mais en fait tout ça n'est pas possible tant que l'emploi n'est pas stabilisé. Et j'avais une deuxième partie de réponse, mais je veux bien qu'on revienne sur la question. Alors, t'inquiète, même moi j'ai oublié la question, donc ouais. C'est à dire, moi je rebondis sur ce que tu me dis, on y reviendra plus tard. Il y a une légende qu'on voit apparaître un petit peu dans ces générations, on appelle ça notamment la génération Z, qui dit qu'ils sont en train de renverser, je dirais, le rapport de force avec l'employeur, et que s'ils sont pas contents, ils vont ailleurs et ils démissionnent. Est-ce que tu as pu observer toi ça sur le terrain, et quel est ton avis sur le sujet ? J'aime bien cette légende parce que je me demande à force si c'est pas les journalistes directement qui l'ont créée. Okay. Tellement chaque journaliste vous pose cette question. En fait, on retrouve des traces de cette histoire de les jeunes ne veulent pas travailler dès l'Antiquité. Alors, donc, pour moi, c'est une légende complète. Ouais, c'est vraiment un truc, c'est un conflit intergénérationnel sur le marché du travail. C'est classique. Toutes les générations trouvent que les générations d'après sont un peu moins bien. Voilà. Ce qui est, je crois, quand même vrai, c'est une espèce de refus de mauvaises conditions. Et je pense qu'elle s'explique en partie par le fait que ce que Chauvel appelait le pacte générationnel, l'idée que globalement, normalement, vous travaillez en espérant que vos enfants vont avoir une meilleure situation que vous. Et en fait, là, ça marche plus. Depuis peut-être 2 générations, ça ne fonctionne plus. Nous n'avons plus une meilleure situation que nos parents. Et les étudiants que j'aime n'auront pas une meilleure situation que leurs parents, par exemple, ou à la marge. Donc, si ça marche plus, on peut plus croire au travail. On peut plus croire qu'on va avoir l'avenir qu'on a rêvé grâce à son activité professionnelle. Et on a vu ses parents compter les sous alors qu'ils bossaient à temps plein, etc., etc. Donc ça, je crois qu'il y a une espèce de rejet de accepter des choses sur le marché du travail. Ce qui me ramène d'ailleurs à la partie de la question que j'avais oubliée sur les conséquences de ces dispositifs. Voilà, donc ça, je crois qu'il y a un truc un peu qui ressort de arrêter de se faire exploiter. Mais je dis ça, aucune génération n'a vraiment voulu se faire exploiter. Et puis ceux qui arrivent à refuser
les conditions de pénibilité qu'on leur propose, c'est pas n'importe quel jeune. Il faut avoir déjà des ressources pour pouvoir refuser un emploi, en fait. Alors justement, vu que ça te revient, tu peux nous parler des conséquences? Oui, c'est la sociabilité au travail, la socialisation, au travail gratuit, en fait. Le fait qu'à force, on s'habitue à travailler alors pas sans rémunération, mais presque. Donc service civique, alternance, et tous les dispositifs dont je parle, l'école de la seconde chance, etc., sont des dispositifs qui font travailler pour pas un salaire, pour une indemnité, une allocation. Le registre, il y a plein de noms différents. Mais à chaque fois, en tout cas, on est en dehors du droit du travail. Et donc aussi, on a une génération entière qui est en train d'apprendre à travailler en dehors du droit du travail. Et ça, à mon avis, c'est vraiment pas rien. J'ai fait des entretiens récemment avec des jeunes qui sont suivis par la mission locale. Quand on leur demande à combien ils se projettent en salaire en fin de carrière, ils se projettent à 1003, 1004. Pour eux, le marché du travail, c'est ça. Donc il y a vraiment, je pense, un apprentissage de la précarité, des faibles salaires, des mauvaises conditions de travail. La Startup Nation, c'est aussi un peu ça, apprendre le risque, accepter que peut-être on n'aura pas de travail demain, mais c'est pas grave. Enfin voilà, tout ce rapport, voilà. Alors justement, qu'est-ce que révèle ce rapport un peu individualiste du travail tel qu'on l'érige aujourd'hui? Pas qu'à l'endroit des jeunes, de manière globale. Qu'est-ce que ça crée un peu dans la psyché des jeunes? Je reviens au titre de ton livre, Promesses d'embauche. Qu'est-ce que ça fabrique justement, ces promesses? De la docilité. De la docilité, une tendance à accepter, pour celles et ceux qui n'ont pas le choix, des conditions qui sont hors du droit du travail, à minima, voire pire. Et puis, un rapport au travail. On entend souvent parler de la valeur travail. J'ai beaucoup de mal à croire que ce soit ce qu'on appelle une valeur, mais néanmoins, un rapport au travail qui est... je ne vais pas m'aventurer sur des termes psychologiques, mais j'ai l'impression que ce rapport au travail n'est pas rassurant. Avec l'idée bien répandue que le chômeur c'est un assisté, que on fait ses preuves dans la société en travaillant, que le vrai travailleur il accepte de travailler en dehors de ses horaires de travail, que c'est normal de travailler le week-end et les vacances, qu'il n'y a pas de raison de déconnecter, etc. Une docilité au marché du travail. Et c'est aussi pour ça que j'ai l'impression que tout ce discours sur la Gen Z qui casse les codes du travail, etc., c'est aussi un discours managérial qui nous fait accepter, qui fait accepter ce... Encore plus de docilité. Encore plus de docilité, ouais. Alors, moi, je vais te parler de mon expérience personnelle très rapide. Je fais une parenthèse. La légende qui veut que la Gen Z casse les codes du travail, comme tu dis, n'existe pas. Je pense même que effectivement la docilité elle est même encore plus importante qu'il y a peut-être 30, 40 ou 50 ans de cela. Par contre, moi je vois une différence de plus en plus marquée, c'est qu'il n'y a aucune projection sur du long terme. Ce rapport permanent au changement, à aller voir ailleurs s'il y a mieux. Je pense qu'il y a une lassitude très rapide qui se crée. Est-ce que toi, tu as pu le percevoir, ce genre de... Moi, ce que je perçois, c'est qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, et notamment pour les moins diplômés ou les moins dotés. J'ai beaucoup travaillé sur les Outre-mer, et notamment à La Réunion. Et chez les jeunes que je rencontre, ce mélange, l'éco-anxiété, la peur de la guerre, le chômage, la baisse plus personne ne croit à la retraite sur cette génération. Et tout ça se mélange pour dire que mieux vaut un tien que deux tu l'auras, et que l'avenir n'est pas sécurisé. Ce qui fait aussi qu'on accepte au quotidien des choses, d'ailleurs, on accepte des emplois temporaires à bien loin de ce qu'on prévoyait de faire, parce qu'on ne sait pas ce que ce sera demain, quoi. Après, j'entends beaucoup aussi tout ce truc de zapper, là. C'est marrant d'ailleurs, parce que on disait déjà de la génération d'avant, des années 90, que c'était des zappeurs. Comme quoi, c'est pas tout à fait nouveau. C'était la faute de la télé, maintenant c'est la faute des réseaux sociaux. Je sais pas, je saurais pas généraliser, parce que je pense que on aurait tort de mettre tous les jeunes dans le même secteur d'emploi et dans les mêmes... Globalement, ce que montrent les enquêtes, c'est que la recherche d'une sécurité de l'emploi, c'est toujours la priorité des jeunes. Ça n'a pas vraiment bougé par rapport aux générations d'avant, et que, j'ai plus le chiffre exact, mais il est important, on est à plus de 40% de jeunes qui espèrent rester toute sa vie dans la même entreprise. Donc, il y a une partie des jeunes qui est volubile.
Est-ce qu'elle l'était déjà dans d'autres générations ? Est-ce que ces secteurs aussi encouragent la volubilité ? Parce que c'est aussi paradoxal de reprocher aux jeunes, enfin pas forcément de leur reprocher, mais de remarquer des jeunes qu'ils sont tout le temps en train de vouloir changer d'emploi, etc. Alors que la promotion de la flexibilité, elle vient d'ailleurs. La promotion encore une fois, de la Startup Nation, cette promotion de la flexibilité, elle vient d'en haut, elle vient même de l'Europe, elle vient même, enfin voilà. Donc en même temps, ils sont tout à fait adaptés aux exigences, c'est-à-dire l'employeur est aussi à un endroit où il a besoin de la flexibilité de sa main-d'œuvre. Il a besoin de pouvoir aussi, c'est quand même une idée assez récente, de pouvoir se débarrasser d'une partie des travailleurs dans les périodes où il n'a pas besoin. Donc on est aussi sorti de la norme de l'employeur qui sécurise le salarié, quels que soient les pics d'activité, quoi. Bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais de travail gratuit. Donc tu faisais notamment allusion, sauf erreur de ma part, aux stages, aux alternances, etc. etc. Depuis maintenant plusieurs années, l'alternance est massivement subventionnée en France. Alors elle l'est moins en 2026, mais en tout cas elle a été massivement subventionnée. Et d'ailleurs, c'était la principale source de création d'emplois en France. Quel rapport du coup ont les jeunes vis-à-vis de ces alternances-là ? Et ma question subsidiaire, c'est est-ce que ce sont des passages qui permettent justement de modeler les jeunes au marché du travail tel que les employeurs le souhaiteraient ? C'est une vaste et dure question. Et je ne saurais pas trop répondre parce que j'ai rencontré peu de jeunes en alternance. Okay. J'ai surtout travaillé sur les effets de l'alternance, notamment statistiquement, et c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans la littérature. En gros, qui arrive jusqu'à l'alternance et qui ressort de l'alternance avec un emploi. Et donc, voilà. Alors, juste pour revenir sur cette inflation de l'alternance, outre le fait que depuis 2020, en gros, post-Covid, là, il y a eu un financement très important de l'alternance, on peut aussi remarquer qu'il est élargi de plus en plus. Légalement, ça remonte un peu, mais dans les faits, il est élargi de plus en plus dans les universités, dans l'enseignement supérieur, dans le post-bac, alors que l'alternance, à l'origine, a été créée plutôt pour les métiers... manuels. Ouais, du lycée pro, en tout cas. Donc déjà, on a transformé nos habitudes là-dessus, ce qui fait qu'il y a plein de masters maintenant qui se retrouvent obligés de proposer une alternance, obligés, contraints ou pas, hein, mais en tout cas, ça fait partie des nouvelles habitudes de l'enseignement supérieur, ce qui va, à mon avis, avoir des effets, puisqu'effectivement, les budgets sont en train de se refermer complètement. Alors, j'ai plein de choses à dire là-dessus. D'un côté, j'ai l'impression, et là, je parle plutôt comme enseignante, que nos étudiants maintenant pensent qu'on n'apprend que sur le tas. Et que ce qu'on apprend dans les bancs de l'université, par exemple, ça ne sert à rien. Ça fait un moment qu'on leur enseigne ça, que l'université ne professionnalise pas assez, etc. Donc il y a cet espoir de l'entreprise formatrice. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des secteurs et ça dépend beaucoup des niveaux de diplôme. Et voilà. De l'autre côté, on voit que ces filières, elles sont encore hyper sélectives. De fait, l'augmentation des alternances qualifiées pèse aussi sur les alternances non qualifiées et c'est devenu une filière sélective en fait. C'est devenu difficile d'avoir une alternance. Donc on a beaucoup de jeunes aussi qui ne trouvent pas d'employeur quand ils sont dans une formation et se retrouvent obligés de quitter une formation, ce qui est pas tout à fait anodin. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que l'alternance, l'apprentissage, c'est encore un domaine dans lequel on retrouve des ségrégations très importantes. On retrouve toujours les filles dans des filières de filles, les garçons dans des filières de garçons, les enfants d'immigrés dans les filières d'enfants d'immigrés. Et donc, c'est encore une fois un marché du travail en amont. C'est un milieu qui se produit et se reproduit lui-même. Donc, il est peut-être très formateur. Moi, finalement, j'ai un peu du mal à voir parfois c'est quoi la différence avec un premier emploi. Mais de fait, il reproduit lui aussi les sélections du marché de l'emploi, quoi. Voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que je ne sais pas exactement pour qui il est formateur, pour qui il ne l'est pas, pour qui il l'insère, pour qui il l'insère pas. Je vois, comme dans le service civique ou comme dans d'autres dispositifs, des entreprises qui tendent à reprendre tous les ans des alternances plutôt qu'à créer des emplois. Clairement, l'incitation financière de l'État y est pour quelque chose.
J'ai l'impression que ça va possiblement s'arrêter avec la baisse des subventions, mais j'en ai pas la preuve. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi un des problèmes de ces dispositifs qui s'auto-alimentent et dans lesquels, en fait, on est plus confortable qu'à créer un emploi qui coûterait plus cher. Bien souvent, quand on parle d'alternance, on parle d'employabilité, c'est-à-dire c'est une période de votre vie, de votre jeune vie d'actif, puisque quand on est alternant, on est actif, pour améliorer votre employabilité. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tous les ressorts de ce mot valise qu'on entend à tout bout de champ et du coup comment ça joue dans notamment le quotidien de ces jeunes qui sont dans ces entreprises-là, pas qu'en alternance bien sûr, et du coup quelles peuvent être les conséquences à plus moyen terme sur leur future vie professionnelle? J'en profite juste pour dire sur cette idée des actifs alternants, c'est que c'est aussi un dispositif dans lequel on a beaucoup de mineurs, notamment des lycées pro. Alors c'est pas de moi, j'ai lu les travaux d'une collègue là-dessus récemment et je mange son nom, j'en suis désolée. Et de fait, on est en train de réaccepter aussi une forme de travail des enfants qu'on interroge très très peu dans la société puisqu'on continue à penser que ça ne concerne que les pays du Sud. Mais voilà, on a aussi de plus en plus de mineurs qui vont travailler. Et on a eu quand même, sur les 2 dernières années, énormément d'accidents graves et de décès. Bien sûr. Dans les stages et dans les alternances, et c'est pas un petit problème. Employabilité. À mon avis, l'employabilité, c'est un retournement complet de ce qu'était la qualification. Alors, pardon, c'était pas ça le mot valise ? Si, c'était ça, très bien, mais je veux rebondir sur ce que tu dis, on reviendra sur l'employabilité après, parce que c'est hyper important ce que tu dis là. Tu as parlé notamment des accidents de travail, et notamment à l'endroit des jeunes, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Effectivement, l'an dernier, on a eu de mémoire 3 jeunes qui sont morts à la suite d'avril à juillet 2025, sauf erreur de ma part. Un qui a pris une palette sur la tête, un autre qui s'est fait écraser, enfin bref, des choses complètement horribles. Ça rappelle comment les conditions de travail des jeunes, mais pas que, mais également comment on aborde les jeunes au travail et le peu de qualification et de formation et de comment on les entoure dans leur quotidien, puisque ce sont des enfants par définition. Est-ce que toi, de ton côté, tu as pu un peu creuser ce sujet-là et est-ce que tu as des choses à dire ? Ce que je peux dire, mais encore une fois, c'est plutôt des travaux d'autres que de moi, mais c'est la mise en danger des jeunes dans l'emploi, avec, dans certains métiers, l'idée qu'on apprend mieux un métier quand on n'utilise pas les protections, les casques, les gants, etc. Et que ça s'apprend très jeune, à ne pas utiliser les protections. Ça, et le classique, ces jeunes, ils sont pas là pour longtemps, donc on s'embête pas à les former. On les met à des postes peu qualifiés, mais aussi parfois dangereux, et souvent parce qu'aussi on se décharge de tâches que personne ne veut réaliser, ce qui est classique. Donc ils sont pas là pour apprendre un métier, ils sont là pour réaliser les tâches redondantes que personne ne veut. Ouais, classiquement, là, dans les 3 exemples de décès, on est sur des jeunes qui n'auraient pas dû être au poste où ils sont, et où ils sont seuls. Donc, encore une fois, c'est quoi le rôle de l'entreprise comme alternant, si elle met un alternant tout seul en train de poser du goudron ou en train de... voilà. L'autre question que ça pose, c'est cette espèce d'inflation des stages de 3e, de lycée, en tout cas cette obsession française de mettre les jeunes dans l'entreprise le plus tôt possible, alors que dans l'entreprise, personne n'est là pour les accompagner. Quand on s'est mis à lancer les stages de seconde, personne ne s'est dit, mais dans les entreprises, il faut financer des tuteurs. Je suis d'accord. Voilà. Donc, on a dans des endroits qui sont dangereux. Et puis surtout, on ne sait pas comment les former, ces petits jeunes. Et puis, ils sont là une semaine et ils ont 14 ans. Enfin, par ailleurs, normalement, ils sont même pas légalement autorisés à travailler. Enfin, ils sont mineurs. Voilà. Ça pose aussi cette question de la minorité, quand même, sans donner trop de rôle aux parents. Mais quand on a un enfant de 3e qui est en danger sur un lieu de travail, ça pose légalement des problèmes un peu vertigineux. On peut parler du harcèlement à l'école, mais qu'est-ce qui se passe dans les entreprises ? Et le dernier truc que je voulais dire là-dessus, sur l'âge... Ah oui, c'est aussi tout un tas de dangers qu'on ne voit moins et qu'on évoque moins. On en parlait dans notre enquête sur le service civique dans les services publics. Si je prends l'exemple de Pôle emploi, dans chaque Pôle emploi maintenant, de France Travail, dans chaque agence de France Travail, on a maintenant des volontaires en service civique qui gèrent les bornes, pour faire les scans, accompagner les demandeurs d'emploi aux bornes. En fait, ces jeunes qui sont donc en service civique, qui sont payés 600 € par mois, sont le bouclier, c'est le terme qu'utilise un des jeunes qu'on a rencontré, le bouclier de l'institution. Le bouclier de l'institution, ça veut aussi dire qu'il reçoit toute la colère des usagers
et la colère des demandeurs d'emploi n'est pas complètement anodine. Et potentiellement, ils sont aussi très exposés aux violences, aux agressions sexuelles, à toute forme de micro-agression aussi. Et personne ne s'en préoccupe. Voilà. On l'a vu aussi, je le raconte exceptionnellement, mais on l'a vu aussi dans les hôpitaux parisiens, où on met des volontaires en service civique à des endroits où il faut boucher des trous parce qu'il y a du manque de personnel, qui sont directement en contact avec des fluides comme du sang, etc. Ce qui est complètement impossible légalement. Et voilà. Et personne ne les protège. Personne ne les protège, pas parce qu'on s'en fiche, mais parce qu'on ne sait pas faire, on n'a pas les moyens, ils sont pas là longtemps. Donc, voilà. Tu parlais du monde hospitalier, on voit aussi souvent les internes en médecine notamment qui sont exploités pendant leurs années d'études, qui font des heures pas possibles et qui sont payés misère. Alors bien sûr, après ça va un peu mieux pour eux une fois qu'ils sont diplômés, mais il y a une forme également d'exploitation à l'endroit des internes en France, et sans eux, beaucoup d'hôpitaux ne tiendraient pas justement. Alors ils sont pas mineurs, certes, mais ce sont des étudiants encore, et malheureusement on a un système qui est mal fichu sur ce sujet-là. C'est un très bon exemple de jeunes qu'on fait travailler comme s'ils étaient au bout de leur formation, sans les rémunérer. Absolument. Comme s'ils étaient au bout de leur formation. Dans le livre, je parle des docteurs de l'université. C'est en fait un cas assez comparable, même si pour le coup, il y a moins de mise en danger physique peut-être qu'à l'hôpital, où en plus enchaîner des gardes de 24 heures et les examens, etc. Mais l'université, comme beaucoup de services publics, je pense, repose aussi sur ces jeunes diplômés. À l'université, je crois que c'est 75% des enseignements qui sont donnés par des non-titulaires. Et parmi ces non-titulaires, il y en a énormément qui sont payés à l'heure de cours, ce qui les amène, avec un doctorat, à un salaire en dessous du SMIC. Et tout ceci se fait au nom de la concurrence pour avoir ensuite un poste. Je ne sais pas exactement quelle est la concurrence chez les internes. J'imagine qu'il vaut quand même mieux avoir un super internat que pas, même si après le concours vient décider des spécialisations. Mais en tout cas, les vacataires de l'enseignement supérieur sont mis dans une situation où ils ne peuvent pas vraiment refuser, parce que refuser, c'est s'exposer à ne plus être recruté après par les mêmes... ce sont les titulaires à qui on refuse qui ensuite vont nous recruter. Et le service public de l'université repose sur ces gens qui sont quasi non payés, en fait. Absolument. Voilà. Donc on revient au mot valise employabilité, parce que là, on leur dit tu travailles ton employabilité quand tu fais ça. Le micro est à toi alors. Oui, en fait, ce que je disais, c'est que c'est l'inverse de l'idée de qualification, en fait, cette idée d'employabilité. Il fut un temps que je n'ai pas vécu où on avait un diplôme, on avait potentiellement une expérience professionnelle et on allait se présenter à un employeur et on lui présentait ce qu'on avait et l'employeur nous recrutait et nous formait pour l'emploi. Maintenant, l'employeur espère recruter quelqu'un qui a déjà la formation qu'il aurait pu recevoir dans l'emploi, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi par un certain nombre de critères. D'ailleurs, ça va très bien avec cette notion de compétence. En fait, pour moi, l'employabilité, c'est faire basculer sur les individus le fait qu'ils ne sont pas embauchables. Plutôt que l'inverse, et de reconnaître que c'est les employeurs qui ne recrutent pas, par exemple. Voilà. Cette employabilité, on la présente comme une espèce de somme de compétences. Si vous aviez tel logiciel, tel langage, vous êtes employable. Alors qu'en fait, elle est aussi composée largement d'éléments moraux et sociaux, de la façon dont on se présente, dont on s'habille, dont on répond, aussi la docilité à répondre dans les bons délais, avec le bon humour, mais pas trop. Enfin, il y a aussi tous ces codes-là qui sont inaccessibles, qui fait aussi que, de fait, ne sont toujours pas employables ceux qui n'étaient déjà pas recrutés. Enfin, voilà. Mais voilà, en gros, cette notion d'employabilité, pour moi, c'est regarder la question des difficultés d'insertion de l'autre côté, en la remettant sur les individus qui n'auraient pas fait ce qu'il fallait pour être embauchables, en fait. Il y a un truc, voilà. Donc oui, effectivement, cette individualisation, et puis on revient encore sur cette compétitivité cette compétition entre les différents candidats, et donc c'est intéressant quand tu disais qu'il y a un marché, il y a un sous-marché avant d'être dans le marché de l'emploi. Là, dans ce cadre-là, j'aimerais parler un peu des profils les plus fragiles dans ces jeunes-là. Je pense notamment aux gens issus de milieux sociaux plutôt défavorisés, aux gens issus de l'immigration notamment.
quelles peuvent être les conséquences sur ces populations-là dans cette compétition qui est du coup de plus en plus compliquée à mener? Je défends dans le livre l'idée que pour ces gens-là, la promesse est d'autant plus forte que la menace est forte. Enfin, en fait, pour tout, mais du coup, comme la menace est plus forte pour eux, et la menace, elle dépasse largement le fait de ne pas avoir d'emploi. C'est une menace globale de pas s'insérer, mais aussi pas s'intégrer socialement, bien sûr, de ne pas pouvoir se loger, de ne pas pouvoir faire famille, de ne pas pouvoir, etc. Ces jeunes issus des classes populaires ou de l'immigration, principalement, on va dire, doivent faire beaucoup plus leurs preuves. Alors, en fait, c'est pas nouveau, hein, mais maintenant, faire ses preuves, ça passe aussi largement par prouver cette bonne citoyenneté. L'un des éléments que je trouve, l'un des publics qui paye le plus quand même l'état de la société, je pense que ce sont les jeunes filles qui portent le voile, à qui on demande soit de prouver qu'elles vont retirer leur voile, soit de se cantonner à des secteurs d'activité dans lesquels on accepterait qu'elles portent le voile. Mais surtout, elles subissent. Alors, elles subissent globalement peut-être les musulmans en France, peut-être les jeunes issus d'une certaine immigration, mais d'un autre côté aussi les populations qui viennent plus d'Afrique. En gros, les populations qu'on dirait racisées ou ceux qu'on suspecte d'être musulmans doivent prouver sur le marché de l'emploi avant tout qu'ils ne sont ni musulmans ni racisés. C'est un peu il y a un truc un peu comme ça. Qu'on est un bon musulman, un bon immigré, un bon banlieusard, voilà. Et montrer qu'on est un bon banlieusard ou un bon immigré, ça passe par adopter complètement des codes qui ne sont pas les siens. J'ai lu d'ailleurs hier une interview de Marwan Mohamed qui disait qu'il y a une idée là de transfuse de classe qui serait qu'on renie son milieu d'origine. Il y a un truc un peu comme ça. Mais surtout, c'est hyper coûteux. Une forme de mise en scène. Ouais, de mise en scène. Après, le marché de l'emploi, c'est une mise en scène. De toute façon, pour se présenter à un employeur, de toute façon, il faut trahir quelque chose en soi. Je veux dire, ne serait-ce que pour dire qu'on a super envie de se lever tous les matins on leur pour venir demande travailler. De travailler encore plus. Mais il faut travailler encore plus, mais surtout, il faut travailler sur des éléments de son identité qui sont pas les mêmes. Il faut pas seulement venir montrer qu'on est capable de se lever, qu'on est capable de, d'utiliser un logiciel, de coder, de parler anglais. Je fais comme si le marché de l'emploi, c'était que des codeurs et des anglophones, mais bref, voilà. Mais eux, ils doivent aussi prouver en plus qu'ils sont de bonne moralité. C'est ça que je veux dire. Ils doivent prouver qu'ils sont un danger pour personne, etc., etc. En plus du fait que, quand même, mais là, du coup, je m'éloigne un peu de mes sujets, mais que, en plus, cette pression, elle passe sur eux tous les jours dans tous les éléments de leur vie quotidienne. C'est pas que sur le marché de l'emploi. Bien sûr. Donc voilà. Donc dans les dispositifs par exemple qu'on regarde, on retrouve énormément ces jeunes qui savent d'avance qu'ils vont être discriminés. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que plutôt, et ça va avec l'employabilité, plutôt que de reprocher au marché du travail de les discriminer, il s'agit pour eux d'effacer la discrimination qu'on va leur faire subir. Ce qui est quand même... il y a un truc complètement individualisant, culpabilisant, responsabilisant. Et puis, pendant ce temps, l'employeur qui ne veut pas recruter des Noirs, des Arabes et des femmes voilées, c'est OK. Voilà. Depuis le début de notre entretien, on parle d'employabilité, on parle de mise en scène, de pourquoi pas trahir aussi notamment son identité. Bref, toute cette compétition acharnée, cet individualisme. Selon toi, quel ressort, quelle photographie ça donne de notre société et vis-à-vis du rapport à l'emploi, au travail. Selon toi, comment tu le perçois, tout ce rapport un peu au travail qui, quand on t'entend, en tout cas aujourd'hui, c'est pas toujours hyper sain. C'est pas toujours hyper sain. Moi, ce que je pense le plus important, c'est cette histoire de compétition. Et l'idée que dans cette compétition, et d'ailleurs je remarque que c'est vraiment transposable à l'orientation et que c'est les mêmes logiques que sur Parcoursup, etc. Dans cette compétition, il faut accumuler et accumuler et accumuler des compétences, des expériences, etc. Un mauvais choix va se payer très longtemps. Que ces choix d'expérience, etc. sont extrêmement situés socialement et extrêmement situés en termes de genre, d'origine, etc. Donc en fait, on produit les expériences
qui nous préexistait en quelque sorte. Enfin, on fait exactement ce qui était attendu de nous finalement. On fait un service civique quand on veut travailler dans l'associatif. On fait, enfin voilà, on est mis dans des silos qu'on ne quitte pas en fait. On reste sur les mêmes parcours. C'est pareil dans l'enseignement. Hein. Une fois qu'on est dans un lycée pro, on est parti sur la voie professionnelle. Bref. Et surtout, ça donne une impression de l'emploi à tout prix. Voilà, où tout est bon pour trouver sa place sur le marché de l'emploi, se renier en termes d'identité, mais bon, encore une fois, c'est pas nouveau. Mais aussi accepter des conditions de pénibilité, de précarité. On n'a pas parlé de la mobilité, mais il faut aussi accepter d'aller travailler loin de chez soi, de prendre des transports en commun qui fonctionnent pas toujours bien, à pas d'heure. Pour les ultramarins, ça veut dire accepter de quitter la Réunion, les Antilles, etc., de plaquer tous ces réseaux de solidarité pour venir s'isoler dans une ville glaciale dans laquelle on est seul face à la précarité, la pénibilité du travail, etc. Voilà, donc c'est cette idée de l'emploi à tout prix. Alors pareil, je ramène encore ce sujet, mais le fait qu'on nous demande de faire des enfants alors qu'on nous isole et qu'une femme qui arriverait sur le marché de l'emploi avec trop d'enfants ou des enfants trop jeunes ou qui voudrait faire un enfant sur le tard, comme on dit, ou etc., le marché de l'emploi va le sanctionner. Donc vraiment cette idée de l'emploi à tout prix, quoi. On peut et on doit tout sacrifier à l'emploi. Alors que l'emploi ne remplit pas ses promesses d'insertion sociale, d'ascension sociale, et qu'il ne remplit pas ses promesses d'amélioration de conditions de vie. Là, je pense que la perspective notamment de l'absence de retraite qu'ont les jeunes, ça détruit tout le contrat. C'est-à-dire, ok pour accepter toute sa vie de bosser dans des conditions pas géniales pour un truc qui nous intéresse pas beaucoup, mais normalement, en contrepartie, on va récupérer de bonnes conditions de vie, un salaire qui permet de voir venir et de s'occuper de ses enfants et peut-être de prendre des vacances, voire même un jour peut-être de devenir propriétaire. Et puis, dans ces vieux jours, on profitera. En fait, tous ces points-là, ils sont effondrés. On n'aura pas de salaire qui permet de devenir propriétaire, on n'aura pas de retraite, on n'aura pas... En fait, il n'y a plus de compensation. Maintenant, c'est le travail pour le travail. Est-ce qu'on ne serait pas un peu en train de casser ce mythe du travail émancipateur tel qu'il a été érigé sur les dernières décennies, et effectivement où on voit une forme de fatalisme qui s'est créé notamment à l'endroit des jeunes, mais pas que, surtout, où effectivement aujourd'hui t'as beau avoir un CDI, un 35 heures, il n'est pas dit qu'au 15 du mois tu n'aies plus rien sur ton compte en banque et tu sais pas comment tu vas joindre les deux bouts. Ouais, alors chez les jeunes je trouve que c'est encore plus... grave est pas le mot, mais c'est encore plus paradoxal parce qu'ils n'ont même pas encore trouvé l'emploi, qu'ils en sont déjà désabusés. Donc du coup, ils doivent en plus se battre pour avoir cet emploi dans lequel ils ne croient pas. Ce qui est quand même... Donc c'est un coût invisible où il y a de l'anxiété. Ouais, alors se rajoute à ça quand même l'anxiété globale dans laquelle ils sont en ce moment. La planète se détruit, il y a la guerre partout, il faut, voilà, il y a quand même tout ça. Mais oui, disons que c'est pour ça que je parle de promesses, c'est qu'en fait, elles sont pas tenues. Elles sont pas tenues. Clairement, il y a quand même toute une partie des jeunes dont on parle là qui ont vu leurs parents bosser comme des chiens, prendre les transports en commun hyper tôt le matin, revenir hyper tard pour des salaires de misère, et qui ont bien vu que ça n'améliorait les conditions de vie de personne, en plus du fait que quand papa et maman sont rentrés avec un cancer professionnel ou une blessure ou un arrêt maladie, personne ne leur a reconnu cette souffrance professionnelle. Voilà. Ouais, ça fait pas beaucoup de travail émancipateur. Alors, ceux pour qui le travail émancipateur, c'est toujours les mêmes, mais en fait, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, les ouvriers dans les années 60, ils se marraient pas non plus, quoi. Enfin, mais en contrepartie, ils devenaient propriétaires, ils avaient des loisirs, ils avaient l'espoir que leurs enfants aient une vie meilleure. Ceux pour qui ça va, mais encore que voilà, ce sont les plus diplômés qui ont... je parle pas des plus diplômés qui bossent dans des boulots auxquels ils ne croient absolument pas et qui font des choses hyper destructrices pour la planète et qui eux-mêmes ne savent plus où ils en sont là-dedans. J'ai l'impression d'en rencontrer beaucoup en ce moment. Je parle des jeunes diplômés qui ont l'impression d'avoir suffisamment de contrôle sur leur vie et sur leur... Enfin voilà, pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc je parle notamment de toute cette... catégorie de la population qui, après un diplôme d'ingénieur, va faire du pain, là, on parle de va faire de la céramie. C'est quoi le pourcentage? Alors, c'est minime, mais par contre, il porte une espèce d'image, ce que Boltanski appelait la critique artiste, l'idée que c'est possible, en fait, de regarder le marché du travail comme ça. On peut faire ce qu'on veut. Alors, c'est pas un mythe, ça?
Ah, c'est carrément un mythe. En tout cas, ça ne concerne qu'une frange de la population parce toute qu'ils petite. peuvent se le permettre. Ouais. Ils peuvent se le permettre, ils ont le diplôme, ils savent qu'ils reviendront, etc. Mais cette histoire des jeunes diplômés qui plaquent tout pour aller faire du fromage, on en entend quand même régulièrement parler. C'est quand même une petite musique qui revient régulièrement. Alors c'est drôle que tu parles de ça. J'avais lu un article sur, je crois que c'était Le Monde, qui disait que, alors c'était pas des jeunes, c'est des quarantenaires, cinquantenaires, des cadres qui arrêtaient, qui plaquaient tout ce qu'ils avaient, donc voilà, et qui s'orientaient vers des métiers artisanaux. Mm-hmm. Boulanger, fromager, enfin ce que tu veux. Et finalement, ce qu'on remarquait, c'est que dès qu'ils rentraient, en général, c'est dans des petites villes. Enfin bref, dès qu'ils ouvraient leur boutique, eh bien, ils augmentaient les prix du marché, ouais. Parce qu'ils savaient mieux vendre leurs produits. Non pas que leurs produits étaient de meilleure facture, mais en tout cas, ils savaient mieux le vendre. Et ça avait des incidences négatives sur les artisans historiques. C'est terrible, c'est terrible. Mais oui, à mon avis, il suffit d'aller dans le 19e arrondissement pour le voir. Les petites épiceries qui ont ouvert, qui coulent complètement le marché local. Ouais, ouais. Absolument. Ouais. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de l'emploi jeune qui est plutôt très compliqué. Alors, est-ce qu'on pourrait parler un peu de solutions ? C'est-à-dire... Je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu ferais pour que justement on améliore tout cela ? Dans quel chemin il faudrait qu'on prenne tous collectivement pour justement que cette anxiété, que ces enfants qui aspirent à avoir un métier qu'ils apprécieront toute leur vie puissent arriver. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure, tu parlais de Parcoursup. Alors moi, je suis pas la génération Parcoursup, je ne l'ai jamais connue, mais j'entends que des mauvaises choses sur le sujet. Et je pense que ça participe notamment à cet esprit de compétition entre les différents enfants. Comment on fait justement ? Est-ce que tu as des solutions à nous proposer ? Des chemins, des voies, des lettres, des bouteilles à la mer ? J'ai une société à réimaginer. Vas-y. Alors, comment on fait ? Je pense que sur le marché de l'emploi, je pense que la seule réponse que j'ai, c'est que je pense qu'il faut qu'on travaille moins. D'accord. Et pour qu'on soit plus nombreux à pouvoir travailler. D'accord. D'autant que j'ai l'impression qu'on produit suffisamment pour pas avoir à travailler plus et que voilà, enfin en tout cas moi c'est la seule perspective que j'ai. Donc tu veux dire que ça créerait plus d'emplois ? Ça créerait plus d'emplois. Et du coup plus de possibilités pour les jeunes ? Ouais. D'accord. Et du coup ça permettrait aussi que d'autres parties de nos vies soient rendues possibles. Par exemple, il me semble qu'on a quand même un gros problème de garde d'enfants à une époque où on demande aux gens de refaire des enfants. Je pense que si par exemple les gens partaient à la retraite plus tôt, ils s'occuperaient plus de leurs petits-enfants, etc., etc. Je pense qu'il y a vraiment une urgence à réduire la place du travail dans nos sociétés. On fait tout l'inverse, hein, d'ailleurs. On fait tout l'inverse, mais de toute façon, tout ce que je vais dire là, on fait tout l'inverse. Je pense qu'il y a une urgence à réduire la place symbolique aussi du travail. Et ça passe aussi par arrêter la stigmatisation des chômeurs, la stigmatisation de tous ceux qui travaillent pas. Tout à l'heure, tu parlais de la valeur travail, qui est un mot qui revient souvent, notamment sur l'échiquier droit de la politique en France. Qu'est-ce que ça veut dire en fait la valeur travail ? Qu'est-ce que ça peut être une valeur ? Je comprends même pas cette idée. Une valeur, c'est la solidarité, c'est je sais pas, mais c'est bon. Bref, c'est quoi la valeur travail ? C'est les gens qui disent moi, ce qui compte le plus pour moi dans la vie, c'est de travailler. C'est très bizarre comme idée. Bon, bref. Et puis bon, voilà. Mais oui, je pense qu'il faut qu'on accepte que aller mieux comme société, ça passe par donner moins de poids à cet aspect de notre vie. Et après, je pense aussi que... je pense qu'il faut revaloriser le SMIC, je pense qu'il faut donner plus d'argent aux étudiants, je pense qu'il y a plein de choses qui sont vraiment urgentes, je pense qu'il faut laisser les moins de 25 ans accéder au RSA. Je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit toujours pas le cas en France. Mais je pense aussi que la majorité des réponses n'est pas dans les politiques d'emploi et d'insertion. Et que le problème, c'est qu'on attrape la jeunesse en France uniquement par ces politiques. Même si on va dire qu'on fait des politiques d'engagement, en fait, c'est des politiques d'insertion. Mais en fait, il faut changer. Enfin, bon, il y a tellement de choses à faire. Et je suis tellement insignifiante dans cette nouvelle société à créer. Mais je pense que, par exemple, il y a un vrai problème de l'accès au logement. Et donc de l'accès à la propriété. Je pense qu'il y a comment c'est possible dans une société qui a fait la promotion de la Startup Nation au niveau européen au moins, etc., qu'il faille toujours un CDI et 3 mois de salaire pour se loger. C'est quand même... Il y a des espèces de normes là qui se rencontrent pas, quoi. Et donc comment est-ce qu'on peut attendre d'un jeune
qui va s'insérer peut-être autour de 30 ans, qu'il fasse famille, qu'il s'insère dans des réseaux de solidarité, qu'il puisse militer localement, qu'il puisse s'investir dans des assos, du bénévolat, etc. Alors qu'il n'est pas possible d'accéder au logement. Et donc je pense aussi, si je regarde les jeunes, qu'il y a un truc qu'il faut défamilialiser et arrêter de penser les jeunes comme des enfants, en fait. Ou alors on reconnaît qu'ils sont enfants, et dans ce cas-là, ils n'ont pas à être sur le marché du travail avant 18 ans. Mais si on les considère comme des travailleurs, enfin si on considère qu'ils peuvent aller travailler, il faut qu'on les reconnaisse comme des travailleurs, et il faut qu'on leur assure la protection sociale des travailleurs et les possibilités de s'insérer dans une société comme des travailleurs, quoi. Voilà. Et sinon, juste là-dessus, je pense qu'il faut qu'on se débarrasse de ces dispositifs. Je pense que si une association est capable de prendre 10 volontaires en service civique tous les ans, elle est capable de créer un emploi, peut-être même 2. Alors si en plus elle se met à faire des emplois à 24 heures pour tout le monde plutôt qu'à 35 heures, là elle arrivera peut-être à en créer 5. Alors tu peux nous expliciter les différents dispositifs dont tu parles ? Je parle beaucoup du service civique parce que c'était l'objet de ma thèse, donc je suis très à l'aise là-dessus, je le connais très bien. Donc, le service civique, pour être très rapide, c'est 24 à 48 heures d'engagement par semaine dans une association service public, en gros, pour 600 € par mois. Sans cotisation retraite, sans cotisation chômage, voilà, et soi-disant sans subordination, ce qui logiquement n'est pas possible. On ne peut pas travailler dans une association, on ne peut pas être au quotidien dans une association sans subir une forme de subordination, ne serait-ce que le fait qu'il faut être là à certaines heures. Voilà. Mais après, je parle de plein d'autres dispositifs. Donc, je parle de l'alternance qui pose d'autres questions que j'évoquais tout à l'heure, mais je parle aussi des dispositifs de seconde chance. Je pense notamment aux dispositifs, par exemple, dans les Outre-mer, le RSMA, qui est un dispositif, donc le Régiment de service militaire adapté aux Outre-mer, qui est un dispositif organisé par l'armée à destination des jeunes ultramarins, qui sont très régulièrement mis en contact avec l'armée, un peu plus que d'autres populations. Donc ce sont des militaires qui prennent en charge leur insertion professionnelle contre une indemnité, les jeunes ont une indemnité assez dérisoire qui est en fait toujours l'équivalent du RSA plus ou moins, et en échange d'une discipline d'ordre militaire et de contraintes très importantes à respecter, avec des sanctions potentielles si cet ordre n'est pas respecté. Je pense aussi, un dernier exemple, au contrat d'engagement jeune, qui est le dernier dispositif d'insertion pour les jeunes, qui est donc en mission locale et chez France Travail, qui est l'équivalent en fait de ce qu'on est en train de développer pour les chômeurs, même pour les bénéficiaires du RSA, l'obligation de justifier de 15 à 20 heures d'activité contre une allocation, qui est encore une fois l'équivalent plus ou moins du RSA. Et donc on a des jeunes qui se retrouvent à faire des stages d'immersion gratuits dans des entreprises, en échange de leurs 500 € donnés par l'État, ou 600 €, pour prouver qu'ils cherchent à s'insérer. En fait, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Si les entreprises ont besoin d'une main-d'œuvre, là, je parle beaucoup dans le bouquin de commerces qui ont besoin de main-d'œuvre supplémentaire pendant les soldes, il y a une façon de régler ce problème, c'est d'embaucher. Et ça ne peut pas être de prendre des jeunes gratuitement avec le soutien du service public de l'emploi et donc sur nos impôts et au nom de la solidarité collective. Parce que pendant ce temps, on est en train d'apprendre à des jeunes que c'est OK de travailler 10 jours, 15 jours gratuitement, parce que le service public de l'emploi l'a demandé, parce que les employeurs ont besoin. Et encore une fois, ça repose la question des dangers, de la sécurité, enfin voilà. Voilà, je me noie un peu dans ce que je voulais dire, mais globalement, c'est ça. C'est intéressant, parce que ces dispositifs-là, beaucoup d'entre nous ne les connaissons pas, et ça a des incidences majeures sur ces jeunes-là, et puis sur leur rapport au travail et leur rapport avec les entreprises notamment avec lesquelles ils vont être amenés à travailler. Il y a souvent un retour que moi je peux percevoir dans ma vie personnelle. C'est notamment des jeunes qui, arrivés au lycée, se disent je sais pas trop quoi faire, un peu perdu. Je pense que tu as déjà dû en rencontrer toi aussi, je pense, puisqu'on en a tous rencontré. Quelles ont été les conséquences de Parcoursup sur ces jeunes-là qui du coup sont complètement perdus et qui de temps en temps, voire même souvent, se retrouvent dans des filières qu'ils avaient absolument pas choisies, et globalement, toi, à titre perso, quel conseil tu pourrais donner à ces jeunes-là? Moi, je crois que c'est normal d'être perdu au lycée. Ouais. J'étais bien perdue au lycée. Moi aussi. Voilà. Je crois que j'ai commencé à arrêter d'être perdue autour de la trentaine. Ouais. Et je crois que c'est pas normal d'avoir un projet professionnel avant troisième. Ouais. Je crois que ça, c'est un peu inquiétant.
ou de faire des calculs dès le collège pour savoir ce qu'on va devenir. Je pense encore que ça donne un peu trop de place à l'emploi dans la société. J'ai pas de conseils à donner sur Parcoursup. Il faut détruire Parcoursup. C'est trop dangereux, ça marche pas, c'est terrible. C'est vraiment tout le monde se fait avoir sur Parcoursup. Le conseil que j'aurais à donner, c'est bon, c'est un peu situé, mais je pense qu'il faut créer plus de place à l'université et à l'école. J'ai entendu ce matin encore là sur le débat qu'il y a sur la suppression des postes à l'éducation nationale, que à cause du fait que les femmes font plus d'enfants, il va y avoir beaucoup moins d'enfants à l'école et donc c'est normal de supprimer des postes d'enseignants. Et je m'étonne que personne ne dise que grâce au fait que les gens font moins d'enfants, il va y avoir moins d'enfants à l'école, on pourrait avoir le même nombre d'enseignants et de meilleures conditions d'exercice et de meilleures conditions d'apprentissage pour tout le monde. Je pense un peu la même chose de l'université. Là, on nous explique qu'on va plus renouveler les postes des gens qui partent à la retraite, qu'on ferme énormément de diplômes parce qu'ils sont pas assez professionnalisants, etc. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on transforme cette logique. Je sais qu'on va pas dans cette direction. Juste que, à la limite, ce que je pourrais dire de l'intérieur de l'institution en faisant moi-même, en passant par ces logiciels stupides que sont Parcoursup et mon master, qui détruisent complètement aussi notre rapport au métier. Parce qu'en fait, on passe notre temps à gérer des nouveaux logiciels et de nouvelles procédures qui sont vraiment stupides. On nous demande de classer des gens. Non pas par rapport à leur bac, mais par rapport à des critères variables, ce qu'ils appellent l'algorithme. En fait, l'algorithme, en fait, c'est nous, c'est des enseignants autour d'une table qui réfléchissent à qu'est-ce qu'il faut pour entrer dans notre licence. Et ça a le même effet que ce que j'ai dit sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire, si j'ai 900 candidats et que je les trie, de fait, je vais prendre plutôt ceux qui ont une expérience professionnelle, une langue, des séjours linguistiques, des trucs, des bénévolats, etc. Parce que c'est l'inflation que produit ces logiciels. Alors que pour entrer dans une licence, la loi dit qu'il faut un baccalauréat. Donc on s'est laissé complètement avoir en fait. Et donc je ne sais même pas comment résister à ce logiciel. De l'intérieur, on est nombreux à essayer de raisonner cet algorithme stupide, je le redis, je n'ai aucune tendresse pour lui. Mais de l'extérieur, je n'ai même pas de stratégie à proposer, puisque ce que je peux dire, c'est que globalement, on ne lit pas les dossiers, puisque c'est l'algorithme qui les trie. Donc énormément de gens passent du temps à rédiger des lettres de motivation, parfois à payer des gens pour écrire les lettres de motivation ou des coachs en ligne ou je ne sais quoi, alors que nous ne les lisons pas, nous lisons uniquement celles de dossiers qui posent problème. Et si ces gens-là n'ont pas écrit de lettre de motivation, on ne verra même pas leur dossier. Donc, il y a une inégalité dans les attentes, c'est pas clair ce que je dis, mais voilà, c'est délirant comme machine. Et surtout, on apprend aux élèves qu'ils ne font apprendre au collège et au lycée que pour leur perspective professionnelle. On n'apprend plus pour apprendre. Ça donne à l'université, je le vois bien, des étudiants qui nous disent « Mais madame, ça sert à quoi d'apprendre la sociologie ? Ça va me servir à rien dans mon boulot. » Alors, je pense aux collègues de philosophie qui doivent traverser ça toute leur vie, mais voilà. Mais ça donne aussi au lycée des étudiants, des élèves qui ont un rapport au savoir qui est uniquement instrumental. Et visiblement, ça commence même à le donner dès le collège. Alors que, de fait, on est dans un pays... Désolée, je pars dans un tunnel, mais on est dans un pays qui est l'un des plus reproducteurs. C'est ce que montrent les enquêtes PISA, notamment. On reproduit notre école, aussi, malgré tout le discours de méritocratisation qui est très important en France, tout le truc là qui nous vient des Lumières, de quand on veut, on peut, etc. En fait, notre école reproduit la structure sociale très bien. Elle n'avait même pas besoin de Parcoursup pour le faire, et Parcoursup est venu remettre un vernis là-dessus. Juste un dernier mot, il y a des mobilisations contre la privatisation de l'enseignement supérieur depuis les années 60. Ça a été un des grands mots de mai 68. Il y a eu ensuite la loi de Vaquet. À chaque fois, elles ont été victorieuses. Et là, on nous a imposé ce truc qui est littéralement la sélection à l'université, c'est-à-dire la fin du baccalauréat comme droit d'entrée à l'université, et il n'y a pas de réaction. Et il ne se passe rien, et c'est OK, et on a intégré Parcoursup. On a des élèves qui font des malaises tellement ils sont stressés à cause de Parcoursup. Voilà. Ça va pas. On arrive petit à petit à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder qu'on n'a pas forcément abordé ? Je peux deux, mais très rapidement. Vas-y. Le premier, c'est ce que j'ai appelé la militarisation de la jeunesse tout à l'heure dans notre échange. C'est que l'armée est en train de prendre énormément de place dans ces dispositifs d'insertion, notamment dans l'école, où par exemple on a créé des classes défense et sécurité globale, où l'armée intervient dans une classe
et dans le programme d'enseignement de la classe, notamment dans l'éducation morale et citoyenne, avec un objectif clair de rendre attrayants les métiers de l'armée. Donc ça pose quand même des problèmes, à mon avis, de la place de l'école et de son rôle, encore une fois. Voilà, puis après c'est la promotion là, du service militaire national, dont encore une fois on promet qu'il va donner des points sur Parcoursup, ce qui veut dire que si vous n'arrivez pas à vous insérer professionnellement, ou vous avez intérêt à aller faire un service militaire, quand même un peu problématique. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et donc là-dessus je pense qu'il faut qu'on soit vigilant comme société, le deuxième point c'est la question des jeunes ultramarins qui est important dans mon livre. Et je regrette qu'on ait tendance, quand on parle des jeunes ou quand on parle de l'emploi, à ne jamais regarder ce que font nos politiques là-bas. Alors que du fait de l'histoire postcoloniale de ces territoires, s'y appliquent normalement les mêmes lois qu'en France. Et qu'en fait, elles subissent, et notamment les jeunes subissent, des régimes d'exception très importants, avec des droits qui ne sont pas les mêmes. Des droits qui ne sont pas les mêmes, par exemple, quand on a un enfant, des droits qui ne sont pas les mêmes quand on est à l'université, et donc un accès à l'emploi qui n'est pas le même non plus. Et voilà, juste un point d'attention au fait que quand on parle des jeunes, on parle aussi des jeunes ultramarins qui subissent et qui vivent les mêmes réalités, mais dans des conditions extrêmement différentes. Voilà. Très bien, je te remercie pour ces 2 points. Effectivement, c'est un sujet qu'on n'aborde pas très souvent, la partie ultramarine. On arrive à la dernière question. C'est notre question un peu totem, qui n'a un peu rien à voir avec le schmilblick. Quand tu étais jeune ou enfant, quel métier tu rêvais de faire? D'ailleurs, c'est très drôle quand on dit, quand tu étais enfant, on parle de métier, et maintenant on parle d'emploi ou de travail. Tu vois ouais. L'évolution de la dichotomie. Ouais, la vocation, là. Quand j'étais petite, moi je voulais être Lisa Simpson. Très bien. Voilà. Super métier. Voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. Ok. On va. Non, après, j'ai aussi voulu donner des conférences et par un mystère qui me dépasse un petit peu, j'ai fini par réaliser mes rêves. Bah ouais, bravo. Mais alors, c'est très drôle parce que. Enfin, très drôle, oui et non. Je pense que j'ai les explications. On a quand même pas mal de chercheurs qui viennent sur ce podcast-là. Bien souvent, ils font le travail qu'ils rêvaient de faire quand ils étaient jeunes. Bah après, c'est vrai qu'on a un boulot de rêve. Dommage qu'on l'exerce dans les conditions dans lesquelles on l'exerce aujourd'hui, mais on a un boulot de rêve. Et en fait, je pense que c'était aussi le boulot de rêve de Lisa Simpson. Ok, c'est pour ça. Donc, tu es devenue Lisa Simpson. Un petit peu, ouais. Super. Lisa, je te remercie infiniment pour ton temps. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.